que je vous fais pour vous présenter les coloris du calendrier de l'Avent 2025 et le design qui l'accompagne. Je suis Christelle de Tricot Stitch et merci de me rejoindre pour ce petit épisode où je vais vous parler de cryptides à nouveau, puisque c'est le thème de ce calendrier. Pour ceux qui me connaissent bien, vous devez vous demander ce qui m'arrive. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je vais très bien. Je suis pas maquillée, d'accord? Mon sèche-cheveux a pris feu. Donc tout va bien, pas d'accident. Mais voilà, ouais, la combinaison des deux fait que je suis peut-être un petit peu moins apprêtée que d'habitude, mais je vais bien. D'accord? Voilà. Donc, on enchaîne directement, je vais vous montrer, comme les précédents épisodes, les coloris. Je vais y arriver. Je vous montre du coup la 4e palette de 4 couleurs du calendrier. On change complètement d'univers dans des coloris assez sombres, assez profonds. Et j'adore avoir ce contraste dans le calendrier. Donc le premier coloris s'appelle Mount Rainier. C'est un volcan actif qui se trouve dans l'état de Washington. Il est au sein d'un parc national. Donc c'est le premier coloris. Le second coloris s'appelle Patterson Gimlin. Je vous expliquerai les pourquoi des noms à chaque fois tout à l'heure. Donc un coloris mélangé avec du coup qui ferait presque une super transition puisqu'on retrouve en fait cette tonalité de gris aubergine, de gris charbon aubergine dans ce coloris. Ensuite, on transitionne tout doucement vers Yosemite, qui est un vert sapin foncé. Et le dernier coloris qui, je pense, est mon préféré du calendrier, qui est Bigfoot. Le voilà, en fait, c'est des zones de noir, de violet, de fuchsia, avec du caramel. Et j'adore ce coloris. Donc, le cryptide, c'est Bigfoot. Je vais vous en reparler tout de suite. Et l'indice va pas vous dépayser, en fait. C'est dur pour moi parce que j'ai envie de vous parler du design, mais je veux pas vous spoiler. Donc, même vous dire, ah ben, l'indice 4, il est en fait quasiment identique à l'indice 2, c'est vous spoiler. Donc, je vous le dis, l'indice 4, maintenant qu'il est sorti, je peux vous le dire, c'est la même chose que l'indice numéro 2. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé cette succession et j'avais envie de conserver un panneau. Je suis en train de faire du bruit avec mon micro, je pense. J'avais envie de conserver cette association. Et en fait, à chaque fois, j'avais envie de voir ce que ça allait donner avec les nouvelles palettes de couleurs. Donc, on remonte les mailles, c'est encore plus facile que pour l'indice précédent. On remonte les mailles dans la bordure de rabattage de l'indice numéro 2. Il n'y a plus besoin de faire d'augmentation sur la partie brioche cette fois-ci et vous pouvez directement dérouler l'indice comme l'indice numéro 2, simplement en remplaçant les couleurs de l'indice numéro 2 par les couleurs de l'indice numéro 4. Voilà, donc ça c'est pour le 4e indice. Je commence à avoir quelques photos que j'ai prises parce que ça commençait déjà à ce stade-là à avoir une bonne taille, ce châle. Donc j'ai quelques photos déjà, puisque en fait j'ai bloqué à la vapeur au fur et à mesure chaque panneau. Et donc j'aimais bien le faire essayer à mon mannequin au fur et à mesure. Donc je vous montre déjà, je commence à vous montrer des photos portées. J'aime tellement, mais j'adore. Donc pour vous dire, j'ai pas du tout parlé d'où j'en étais du châle. Aujourd'hui on est lundi 15 janvier. J'ai fait la petite vente éphémère samedi à Pelote, chez Pelote et Repelote à Blainville-sur-Orne. Donc dimanche, lundi, je me suis reposée. Et enfin, j'ai surtout carburé à fond. Il me restait encore un petit peu de tricot sur le calendrier. Je le finis ce soir. Il n'est pas encore fini, mais j'ai la dernière partie là sur les aiguilles. Je termine ce soir. Je suis à la fin de la couleur 24. Donc voilà.
J'ai hâte de vous en parler un peu plus. Je pense que, étant donné que, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, j'ai une petite intervention chirurgicale prévue le 19. L'objectif, c'est de tout finir cette semaine. Et donc le design, les photos, les vidéos, donc je pense que je vais filmer encore des vidéos cette semaine pour que tout soit prêt pour le 20, qui est le lendemain de mon opération, donc je vais pas filmer, je pourrais pas filmer le 19, je serai occupée. Et le 24, donc j'ai deux vidéos à préparer. Les publications quotidiennes aussi que je vais faire en avance pour vraiment avoir le moins de choses à penser pendant ma convalescence. Et puis bah, enfin, vous vous rendez compte, ce soir, j'ai commencé quand même le design au mois de... Je crois que j'ai castonné au mois de juillet. J'ai vraiment avancé dessus indice 1 et 2 au mois d'août. Et après, bah, du coup, avec les salons, etc., comme d'habitude, ça prend toujours de la place, du temps, de la place et du temps, parce qu'il est gros, il est les deux en fait. Ça fait plusieurs mois en fait. Et là, ce soir, je termine. Donc, ça veut dire que demain, voilà, il est là, il attend. Et je vais peut-être même pas faire ça après, mais c'est pas grave. Bigfoot. C'est mon chouchou, d'accord. Je l'adore. Je consomme énormément de contenu Bigfoot. Dès que je trouve un nouveau bouquin, dès que je trouve un nouveau film, je regarde. D'accord. D'ailleurs, aujourd'hui, sachez que pendant que je tricotais le dernier indice du calendrier de l'Avent, j'ai révisé mon Bigfoot. D'accord. J'ai regardé, j'ai re-regardé les documentaires que j'avais le plus aimé, notamment ceux dont je vous ai déjà parlé, BuzzFeed Unsolved, qui, en plus de présenter les choses de façon très factuelle, sont très très drôles. Donc j'ai regardé BuzzFeed Unsolved. J'ai regardé un documentaire de la chaîne History, présenté par William Shatner. Donc c'est l'acteur qui jouait dans Captain Kirk dans Star Trek, et Hooker, le flic. Voilà. J'ai regardé un film que j'ai pas encore vu sur Bigfoot. Moi j'aime bien les films d'horreur Bigfoot. D'accord. J'aime pas quand Bigfoot est gentil. Je préfère quand il est méchant. Ok. Voilà. J'essaierai de vous mettre dans la description les références littéraires et cinématographiques que j'affectionne particulièrement. Mais surtout, je vais vous parler un petit peu de pourquoi on parle de Bigfoot. Et une question que je me posais encore aujourd'hui, quelle est la différence? Il y a plusieurs noms, il y a Bigfoot et il y a Sasquatch. Donc pourquoi on parle des deux? Bah, je vais vous dire. Alors, maintenant je sais, je peux vous dire. Donc, Bigfoot, donc, ce serait en fait une espèce, un animal, on suppose, qui vivrait principalement, qui aurait été vu principalement sur la côte ouest des États-Unis, en Californie, en Oregon, dans l'État de Washington, qui vivrait dans les forêts. Et ce qu'on peut dire sur Bigfoot, c'est que c'est une créature qui est quand même assez commune à enfin, quasiment sur tous les continents, il y a un Bigfoot. Je crois qu'il n'y en a pas trop en Europe, pas vraiment en Europe par contre. Mais il y en a en Asie, je ne sais plus comment il s'appelle en Asie, il y en a en Australie qui s'appelle le Yowie, c'est le Yowie en Australie. Il y a le Yeti en Asie aussi, dans l'Himalaya. Donc c'est typiquement plutôt forêt montagne, d'accord. C'est un cryptide puisque même si on a des preuves, on n'a pas retrouvé d'individus, on n'a pas retrouvé de corps d'individus ou d'ossements d'individus, on n'a pas retrouvé de traces réelles de cette créature. Mais voilà, je pense que c'est un des cryptides, pour le coup là c'est vraiment un cryptide, c'est un des cryptides les plus connus. Et donc, on parle de Bigfoot, la mention la plus ancienne, elle date de... Je vous le remettrai ici, j'ai un trou de mémoire. Ça va être comme ça, hein. J'ai un peu le cerveau en fromage blanc là, je vous cache pas. Dans le Caucase, d'accord. Donc ça fait un moment quand même qu'on en parle, mais plus récemment, c'est revenu en fait sur le devant de la scène en 1958 quand on a découvert une empreinte près d'une exploitation forestière où il y avait du vandalisme la nuit.
Et il y a eu cette énorme empreinte du coup qui faisait plus de 40 cm, dont on a fait un moulage. Et c'est parti de là. Et en fait, il y a un journal en Californie qui a parlé de cette empreinte et qui l'a appelé du coup très logiquement Bigfoot. Et l'appellation Bigfoot, elle est partie de cet article. C'est cet article qui a établi ce nom et qui a vraiment pris, et tout le monde a commencé à se référer à cette créature comme Bigfoot. Mais Sasquatch, en fait, c'est un nom beaucoup plus ancien qui date aussi des Premières Nations et qui est dérivé de la langue salish, voilà, et qui voudrait dire grand homme velu. Donc Sasquatch, en fait, c'est le nom original. Bigfoot, c'est beaucoup plus récent. C'est fin des années 50. Donc, il a commencé à y avoir ça. Et du coup, cette empreinte-là, ça a déclenché une espèce de vague de personnes qui voulaient absolument voir Bigfoot. Donc, on parle de... C'est autour notamment de... Je pense le spot le plus actif pour Bigfoot, c'est autour de Willow Creek en Californie. C'est un peu la capitale de Bigfoot aujourd'hui. Et les forêts qui l'environnent. Et il y a notamment en 1967 2 chasseurs de Bigfoot, des Bigfoot Hunters, qui sont allés dans la forêt autour de Willow Creek et qui ont filmé Bigfoot. Un Bigfoot, parce qu'on suppose en fait que ce n'est pas un individu, puisqu'en plus il est vu. Il y a des dizaines de milliers de témoignages de personnes qui auraient vu Bigfoot, de témoignages de personnes, à la première personne qui ont dit moi j'ai vu Bigfoot, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Il y a énormément de témoignages. Et les scientifiques ou les pseudo-scientifiques, parce qu'on n'est clairement pas dans la science, quoi qu'il y a des scientifiques qui se penchent sur la question, des réels scientifiques, mais disons qu'ils estimeraient la population de Bigfoot à 2000 individus, répartis sur un territoire tellement grand, de forêts quasi inexplorées ou très éloignées avec un accès très difficile, que la probabilité qu'on ne soit jamais tombé sur un a du sens malgré tout. Même si les États-Unis restent un pays avec énormément de monde, etc. Ils ont quand même des espaces naturels vraiment vierges. Donc 1967, c'est le film Patterson-Gimlin qui, justement, donc première preuve visuelle de Bigfoot. Alors ça a été, que ce soit les empreintes, parce qu'il y a eu l'empreinte de 1958, mais il y en a eu des centaines ensuite qui ont été retrouvées, qui sont étudiées notamment par un monsieur qui a un doctorat en, je sais pas, en empreinte humaine ou un truc comme ça. Je sais plus exactement quelle est sa spécialité, mais enfin lui, à partir d'une empreinte, il est capable de dire si la personne est en train de courir, il est capable de déterminer son poids, il est capable de déterminer plein de choses. Et lui, il est convaincu qu'il y a réellement une créature qui a des pieds qui font 40 cm, qui mesure près de 3 mètres, et qui, ou entre 2,50 m et 3 mètres, et qui vivrait dans les forêts américaines du nord-ouest, du Pacifique nord-ouest américain. C'est pour ça que je vous parlais de pseudo-scientifiques, mais il y a aussi des personnes qui ont les connaissances et les études pour vérifier. Après, il faut se méfier parce que donc ce mec-là a complètement attesté que les empreintes étaient réelles. Il a lui-même fait des moulages de 7 empreintes distinctes qui faisaient une ligne en fait. Il a réalisé les moulages lui-même. Il en a plus de 300. La vidéo, elle a été analysée par des spécialistes dans les mouvements et qui attestent que ce n'est pas un humain, qu'on voit les muscles, qu'on voit que c'est vraiment quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un humain dans un costume, c'est une réelle créature distincte d'un être humain, puisqu'on voit comment, dans sa façon de marcher, le balancement de ses bras, etc. C'est une vidéo de 60 secondes, hein, ce film dont je vous parle. Et Patterson-Gimlin, c'est pas celui que je vous ai montré, c'est celui-là. Pardon. Voilà. Aujourd'hui, Bigfoot, c'est une industrie. Il y a des entreprises qui s'appellent Bigfoot, il y a des villes dont l'économie, la principale source de revenus, c'est Bigfoot. On en fait de la pub, c'est un truc qui est libre de droit en plus, mais qui fait vendre. Il y a des mascottes, il y a des films, il y a des livres, il y a énormément d'argent autour de Bigfoot. Donc, c'est difficile, une fois que c'est autant établi et autant inscrit dans l'économie, d'avoir des preuves. Même si demain on venait dire tout ça c'est fake, comme c'est le cas,
Les gens continueraient à croire, puisque l'empreinte de 1958, débunkée par les fils du mec qui a fait ça en disant oui, notre père était un gros blagueur, il pensait pas à mal, machin, mais enfin, c'est quand même un gars qui a sculpté un pied dans un bout de bois et qui s'est amusé à faire des empreintes, d'accord? Et c'est ses fils qui l'ont balancé. Voilà. Il y a une demi-douzaine de personnes qui ont dit c'est moi qui étais dans le costume du film de 1967. Disons que voilà, même si malgré tout ça, malgré les aveux, il y a encore des zones de brouillard, notamment le fait qu'on ne croit pas aujourd'hui que c'était un humain dans un costume, que l'analyse de l'image, bien qu'elle ait de très piètre qualité, hein, soyons clairs, voilà, les gens refusent d'entendre que c'est un canular en fait. Pas de preuves, pas d'autres preuves absolument incroyables de l'existence de Bigfoot aujourd'hui, si ce n'est encore une fois des témoignages de personnes qui l'auraient rencontré, des trucs bizarres, on est d'accord, des expériences particulières, mais enfin bon, je pense que dans la... Il y a quand même les ours hein, qui sont... et qui peuvent se mettre sur leurs pattes arrière et marcher sur deux pattes, et qui font 2,50 m. Un grizzly, ça fait 2,50 m quand c'est sur ses pattes arrière. Il y a des bruits bizarres. J'ai entendu des enregistrements, j'ai entendu des bruits de pierres qu'on cogne les unes contre les autres, des bruits de bois, d'arbres qu'on casse, des bruits de bois qui s'entrechoquent, Voilà, c'est ça les preuves en fait, il n'y a pas plus que ça, il n'y a pas de preuves définitives. On n'a toujours pas retrouvé d'individus pour confirmer ou juste voilà, pour confirmer la théorie. Il y a quand même une théorie qui tendrait à dire que on a retrouvé des ossements fossiles d'une créature qui a existé qui a disparu il y a 100 000 ans. Et alors là, c'est là que... Est-ce que je me rappelle comment elle s'appelle? Je vais me lancer. Et si c'est pas ça, je le mets là, d'accord? Gigantopithèque. Gigantopithèque. Bref, imaginez un orang-outan qui fait 3 mètres. Voilà. Et lui, en fait, il aurait été contemporain d'hominidés, mais il aurait disparu suite à la disparition de sa source principale de nourriture. Donc, ceux qui sont... Parce que la théorie principale quand même sur Bigfoot, c'est que c'est un animal intelligent, mais un animal, d'accord? Donc, juste une théorie naturelle d'un animal qu'on n'aurait pas encore découvert, comme c'est le cas des gorilles de montagne qu'on a découvert en 1902, comme c'est le cas du calamar géant qu'on a découvert en 1857, alors qu'on avait des histoires déjà, des témoignages. Avant ces dates-là, ces animaux-là étaient des cryptides. L'okapi, c'était un cryptide. Donc, il y en a d'autres aussi, le manaté. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est parce que j'ai regardé la vidéo en anglais, donc c'est le manaté, je sais plus comment ça s'appelle. Le lamentin. Un autre, est-ce que c'est le truc qui a un bec de canard, une queue de castor et tout ça là, je sais plus comment il s'appelle lui aussi. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de notes dans cet épisode. Bref, donc moi je serais, si je devais croire à Bigfoot, je pense que je serais plus de ce point de vue là, puisque malgré tous mes centres d'intérêt, je reste assez rationnelle. Et voilà, j'attends de voir les preuves en fait. Donc en gros ça m'amuse, mais j'y crois pas une seconde. Si je devais croire dans quelque chose, je pense que je croirais que Bigfoot est potentiellement un animal qu'on n'a pas encore découvert. Ça, ok, ça s'entend. Bon, peu probable, mais possible. Possible. Et ça, c'est pour les théories de personnes qui pensent que c'est un animal. D'accord? Après, il y a encore pas mal de trucs où je vais passer très très vite, hein, parce que pour moi, c'est n'importe quoi. D'accord? Mais il y a les théories comme quoi ça serait un être avec un aspect spirituel beaucoup plus marqué, d'accord, et qui nous amène tout doucement vers les extraterrestres, d'accord, et que comme ça Bigfoot et les extraterrestres seraient comme ça, et qu'en fait ce serait un être qui serait capable de passer sur un plan dimensionnel différent, et c'est pour ça qu'on n'en retrouve jamais, et c'est pour ça que... Voilà. Bon, autant vous dire que j'ai pas passé longtemps à consommer du contenu sur ces sujets-là et tout, parce que bon, c'est pas...
voilà, j'aime bien X-Files, mais bon, disons que la théorie je pense qu'il y a des choses qu'on peut pas expliquer. C'est indéniable. On va pas dire à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage qui sort des clous, il raconte n'importe quoi, ou c'est de l'hystérie collective, ou... Non, je pense que sur l'entièreté des témoignages qui racontent des trucs chelous, statistiquement, il y aura forcément, même un extrêmement faible pourcentage, c'est impossible que ce soit 100% faux. D'accord? C'est ça, plutôt ça mon raisonnement. Statistiquement, il y a forcément des trucs chelous. Tout ne rentre pas dans cette catégorie. Et là, on est plutôt sur, je pense, un être qui serait pas encore découvert. Donc, j'ai toujours mon petit bouquin sur le sujet, avec Bigfoot, donc il est situé dans plein de parcs nationaux parce que il y a des témoignages de rencontres avec Bigfoot quasiment dans tous les états. Donc c'est pour ça que je vous avais mis comme indice Mount Rainier, c'est dans l'état de Washington. Mais je vous avais mis aussi Yosemite qui est en Californie. Donc c'est à chaque fois la même créature, le même cryptide. Et donc on estime que, en tout cas, le consensus dirait, le consensus pseudo-scientifique dirait que Bigfoot, le Yeti, tout ça c'est un peu la même chose sur différents continents. Et j'ai même vu une animation très bien faite qui expliquerait qu'il y a à la fois des Bigfoot en Europe de l'Est et aux États-Unis, Amérique du Nord, parce qu'à un moment donné, l'Alaska et la Sibérie se touchaient. Et du coup, ils ont pu passer. Voilà, ça expliquerait les choses. Est-ce que je voulais vous dire autre chose sur le sujet? Je crois que c'est tout. Bref, ça reste une créature qui alimente énormément l'imaginaire collectif. J'aime beaucoup en fait les épisodes de BuzzFeed Unsolved parce que notamment les deux présentateurs, Shane et Ryan, vont sur le terrain, ne font pas que raconter l'histoire, mais typiquement Shane et Ryan, ils ont été à Willow Creek, au Bigfoot Motel, et ils ont été dans la forêt qui est juste autour de Willow Creek pour essayer de trouver le Bigfoot. Bon, spoiler, ils n'ont rien trouvé, ils trouvent jamais rien. C'est pour ça que j'aime bien cette série, c'est que il ne se passe jamais rien dans leurs épisodes parce que c'est pas fake en fait, donc j'aime bien. Même si on pourrait penser que ce serait plus intéressant si il y avait un peu plus de sensationnalisme et de jump scares, mais en fait non, moi j'aime bien quand ils vont voir, ils racontent les preuves, etc. Mais bon, il se passe rien. Mais ils sont tellement drôles tous les deux qu'il n'a pas besoin de se passer des trucs pour rigoler et pour trouver ça intéressant. Et donc j'essaye de vous mettre les références. J'ai lu vraiment des livres que j'ai beaucoup aimés sur Bigfoot, ou Bigfoot est méchant, je vous préviens, c'est des films, c'est des livres d'horreur, hein. Donc c'est sanglant. Et les films aussi, j'en ai vu 3 récemment que j'ai bien aimés, donc je vous mettrai les infos aussi dedans, y compris ceux que j'ai regardés aujourd'hui, qui étaient pas mal, qui étaient pas... Voilà, on n'est pas dans la catégorie qui va gagner un Oscar demain, clairement, hein, mais c'est assumé, c'est complètement assumé. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode du coup je vais les filmer très proches, on a encore 2 cryptides à découvrir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à dans 4 jours.